Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids et l'autrice du livre « Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain ». Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes experts et des invités autour des questions d'éducation du XXIe siècle. C'est parti! Je suis ravie de vous accueillir pour cette saison 2 de Génération Parents avec des experts passionnants. Chaque semaine, nous parlerons d'éducation, de numérique, de santé mentale, de vie de famille avec un regard lucide, bienveillant et des outils concrets pour aider et accompagner les parents et leurs enfants dans un monde en perpétuelle évolution. Et pour cette nouvelle saison et ce nouvel épisode, dans les invités permanents, je suis accompagnée de Axel Dessein qui a rejoint les permanents qu'on avait déjà vus en saison 1 plusieurs fois. Donc Axel est la directrice d'Internet sans crainte. Salut Axel. Salut Solène, bonjour à toutes. Ravie de faire partie de cette équipe de chroniqueurs à tes côtés. Eh ben, nous sommes aussi ravis. Et puis, nous avons Émilie Berthet, notre sophrologue, qui nous aide et nous éclaire sur nos émotions. Salut Émilie. Salut à tous, ravie de repartir pour une nouvelle saison. Et enfin, aujourd'hui, en invité spécial, nous avons Justine Atlan, qui est la directrice générale de l'association e-Enfance 3018, un acteur incontournable de la protection des jeunes en ligne. Elle va nous éclairer sur les grands changements de la rentrée 2025 et les défis du numérique auxquels sont confrontés parents et enfants. Bonjour Justine, merci d'être avec nous. Bonjour Solène, bonjour Axel, bonjour Rémi, bonjour à tous. Allez, donc on est parti, que vous soyez en voiture, dans le bus, en train de préparer un cartable ou de boire un café, installez-vous confortablement. On démarre cette nouvelle saison avec un épisode 100% sur l'actualité éducative. Alors vous le savez, c'était la rentrée la semaine dernière. Et donc, c'est très très chargé côté famille. Donc, on va démarrer avec l'actu de la semaine. On va faire le point sur les nouveautés 2025 de cette rentrée dans les écoles et les collèges et les lycées pour nos enfants. Ensuite, on passera au débat de la semaine. Moi, j'avais envie de parler de les parents sont-ils largués face aux usages du numérique de leurs enfants, puisqu'en fait, on ne voit que des parents se poser des questions sur les réseaux sociaux, portable, pas portable, comment faites-vous, etc. Donc, ça devient vraiment un sujet. Et ensuite, on aura, comme d'habitude, une question de parents et on terminera par un super quiz. Allez, on démarre avec l'actualité. Alors, la rentrée 2025, c'était la semaine dernière et même si, là, on enregistre mardi, donc on a notre gouvernement qui est tombé hier, donc nous allons encore avoir une nouvelle ministre. Alors moi, depuis que j'ai créé Soft Kids il y a 6 ans et demi, ça sera le 8e ou la 8e ministre en 7 ans et demi. Je sais, là, on n'a jamais eu un tel turnover. Mais bon, même si on va encore avoir une ou un nouveau ministre, on a quand même des actualités pour cette rentrée scolaire qui ont été mises en place dans tous les domaines. Alors je vais vous faire une petite panoplie et après je demanderai à nos invités qu'est-ce qui est pour eux le plus important dans toutes ces mesures. Alors tout d'abord, on a au niveau de la santé mentale, chaque établissement devra désormais mettre en place un protocole de prévention du mal-être. Objectif, détecter plutôt les signes de détresse psychologique et orienter les jeunes vers les bons dispositifs. Un vrai changement dans la culture. J'ai vu que la directrice de la santé du ministère de l'Éducation nationale avait posté ça sur LinkedIn et avait posté et partagé largement le document. Donc on va voir si les équipes éducatives vont toutes jouer le jeu et faire ce protocole qui est assez, je trouve, similaire au protocole de prévention du harcèlement et de comment est-ce que la santé dans l'école est présente. Ensuite, le deuxième gros dispositif, c'est portable en pause, généralisé dans tous les collèges publics. Les téléphones, les montres connectées, les tablettes devront être éteints ou rangés pendant les cours selon les règles de chaque établissement. Ensuite,
ENT en veille le soir, alors ça, on en parlera dans un prochain épisode puisque nous allons recevoir, prochainement la directrice de Pronote. Mais donc les espaces numériques de travail comme Pronote et École Directe seront désormais inaccessibles entre 20h, une manière de préserver le temps de repos et de lutter contre la surcharge numérique. Ensuite, au niveau éducation à la vie affective et relationnelle, donc le fameux programme EVARS qui avait fait couler beaucoup d'encre l'année dernière, on en avait parlé dans plusieurs épisodes, va plus loin que les anciens cours de la vie affective et sexuelle. Donc là-dessus, il y a le programme qui va enfin être mis en place et les enfants vont enfin avoir ces séances qui étaient très attendues. Et pour finir, l'intelligence artificielle fait sa grande rentrée puisque en plus de la plateforme Pix auquel les collégiens avaient accès, maintenant ils vont devoir maîtriser les enjeux et les outils et ça va devenir obligatoire en 4e et en seconde. Alors voilà, pas mal de nouveautés. Donc moi j'avais envie de vous écouter. Peut-être Justine, qu'est-ce qui résonne le plus toi dans toutes ces annonces à la rentrée? Qu'est-ce que tu trouves qui est vraiment très très important et qui va changer la donne? Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est toujours ce qui concerne, l'humain, hein, avant l'outil. Donc effectivement, ce qui me paraît le plus important, c'est, ce que tu as cité au début sur la santé mentale, hein, qui est quand même au cœur, je pense des préoccupations et surtout dès l'enfance, pour justement que ça devienne pas un problème structurant de santé mentale pour l'adulte, à venir. Et donc je trouve ça très intéressant effectivement. Alors toujours pareil, il faudra voir comment c'est mis en place de façon rigoureuse, voilà évidemment et professionnelle, mais heu, que cette donnée finalement rentre dans le cœur de l'école et que l'école se préoccupe, de l'état de la santé mentale des élèves et ne les considère plus comme des élèves, mais bien comme des enfants. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment fondamental et je trouve que c'est comme tu l'as dit, c'est un peu le prolongement de ce qui a été fait sur le harcèlement. Et donc petit à petit, on se rend compte que lentement mais sûrement, voilà, la vision que l'éducation nationale a de nos enfants change un peu et c'est plutôt positif. Donc ça me paraît, très important. Et je pense que c'est d'autant plus important parce que, j'en parlerai peut-être dans l'épisode de la semaine prochaine, mais là, il y a, une grosse étude qui est sortie, la semaine dernière, de l'Institut Montaigne sur la santé mentale des jeunes. Alors c'est les 15-25 ans, mais bon, il y a quand même les 15 ans, dedans, dans lequel on voit qu'il y a un énorme problème. Il y a un enfant, sur 4 de 15-25 ans, qui se sent stressé. Il y en a, 25 non 30 qui ont eu déjà des pensées suicidaires. Alors dans les DOM-TOM, c'est 1 sur 2, c'est horrible. Et alors ce qu'on voit, c'est que quand ils se sentent pas bien, la première chose qu'ils font, c'est se tourner vers les réseaux sociaux pour s'informer sur la santé mentale à plus de 30. Et en fait, l'école n'arrive qu'à 19. Et donc en fait, ce qui est dramatique, en fait, c'est on préfère se tourner vers de quelque chose qui est pas humain que vers des humains quand on va pas bien. Donc ça, c'est quelque chose où je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur le sujet. Et alors, je sais pas si c'est le cas dans toutes les collèges, etc. Mais moi, j'ai eu un message du collège hier de mon fils qui nous annonçait, c'est sa 3e année au collège, il est rentré en 4e, que il y aurait une psychologue scolaire présente tous les lundis. Ouais, mais c'est ce Et que j'allais c'est, et l'investissement qui va être fait sur, ce voilà. personnel qui a quand même disparu un peu, des établissements, faut reconnaître, Mmh. depuis de nombreuses années et enfin, comme d'ailleurs tout l'accompagnement sur la santé mentale des Français en général, où auquel il y a eu quand même de moins en moins d'investissements et donc là, c'est primordial de les remettre au cœur de l'école. Donc ce que tu annonces je trouve est déjà un très bon signe et c'est plutôt favorable, ouais. Émilie, toi, sur la santé mentale, tu veux peut-être dire Ouais, bah, quelque oui, je suis chose? d'accord. C'était aussi ce qui m'avait le plus, marquée. Je trouve que là, c'est vraiment une preuve que l'école au lieu de réagir, va anticiper et prévenir et je trouve que ça, c'est un élément quand même, hyper important et ça met, je trouve aussi la santé mentale au cœur du système éducatif, comme les mathématiques, comme, voilà et ça, je c'est vraiment une réforme qui a impacté et d'ailleurs, je trouve que dans l'ensemble, c'est un peu la même optique de mettre, les élèves, les enfants, comme des citoyens qui maîtrisent les choses plus, enfin les outils. Je pense aussi à ce qu'on parlait, pour l'IA et cetera, d'être maître des choses en ayant, l'accompagnement qui va et les outils qui accompagnent et donc à la fois j'ai été vraiment, marquée par la santé mentale parce qu'effectivement, je trouve que c'est vraiment là peut-être même un basculement, enfin je le souhaite en tout cas
et dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment une optique de donner des clés. Axel, est-ce que toi, il y a autre chose qui résonne? Je sais pas, par exemple, tu peux nous parler des, les ENT ou portables en pause là, vous avez des chez internet sans crainte, vous avez Alors peut-être tu communiqué pas me mal tends sur les choses? une perche, mais effectivement, alors je suis tout à fait d'accord avec, Justine et Émilie et on n'a pas parlé aussi d'éducation, sexuelle et affective, mais c'est voilà, c'est des sujets dont on est content que l'école se saisisse et sur la santé mentale, il y a aussi des liens avec le numérique. La question du bien-être numérique est peut-être quelque chose qui n'est pas assez au cœur, des préoccupations des jeunes et des adultes qui les accompagnent. Mais bien sûr, moi j'avais envie de m'arrêter plus, sur, les mesures qui concernent le numérique, donc sur ce portable en pause et sur aussi la régulation des ENT. Alors ce qui est important, c'est de voir aussi la pédagogie qui va être faite autour, parce que si ça peut être quand même des sujets qui amènent à, se questionner sur ces moments de connexion, de déconnexion, de permettre aussi aux jeunes de reprendre le contrôle et leur dire qu'il y a des moments pour, il y a des moments, voilà, effectivement, à l'école, sans son téléphone, les notifications, les sollicitations, pouvoir être vraiment concentré. Et puis, autour des ENT, il y ait peut-être un cadre tout simplement qui n'existait pas, tout en laissant quand même la liberté à chacun, en fonction de ses horaires, de pouvoir se saisir de ces outils. Et moi, je salue aussi parce qu'on avait pris les devants, et d'ailleurs avec, Justine, parce qu'on est partenaires dans le cadre du CFR Internet Day, de mettre l'IA au cœur vraiment, des sujets d'éducation. C'est un enjeu essentiel déjà pour comprendre, bah, où sont les IA dans nos vies parce qu'elles y sont depuis longtemps et avec les IA génératives, on a un risque là de fossé encore plus important entre les adultes et les jeunes. Donc il y a urgence à ce que l'école, parce que c'est quand même là où tous les jeunes se retrouvent, se saisissent de ce sujet. Donc à voir comment ça va se traduire concrètement, voilà, toutes tes mesures. On peut peut-être refaire un petit bilan dans 6 mois, Solène, pour voir Ouais, ce ouais. que Bah, ça a après, donné. en fait, c'est comment est-ce que tout ça va s'intégrer dans, des, agendas chargés, des enfin La voilà, enfin, formation je pense des la enseignants, comment formation c'est des enseignants porté, et les cetera. discours, la comp la l comment on intègre les parents aussi Ouais, à ces discours-là, c'est important pour que ça fonctionne. donc bon, on va voir, mais je pense que il va falloir, bah, un maximum, de soutien aussi de la part des parents sur, tous ces sujets-là, mais on voit bien quand on en discute que tout est lié, en fait. Tout est vertueux et que si tu appuies sur l'un, ça va aider l'autre. Donc à suivre, on fera un petit bilan. Je voulais Justine, prendre un petit peu le temps, bah, de nous parler, de l'association. Donc Justine, tu es directrice générale de l'association e-Enfance 3018 depuis, est-ce que j'ai bien vu sur LinkedIn, 16 ans? Donc tu Tout à connais, fait. tous ces sujets, par cœur. Donc tu es engagée depuis de nombreuses années sur la protection des mineurs en ligne. Aujourd'hui, ton association, c'est un acteur incontournable, hein, de l'accompagnement numérique des familles en France. Vous êtes une association d'utilité publique, vous œuvrez depuis 2005 pour protéger les enfants et les ados du danger des numériques. Vous avez 3 axes: la prévention, la formation, l'accompagnement. C'est un dispositif, qui est, mis en place avec, le numéro 30 du ZIT contre les violences numériques. Vous êtes ouvert 7 jours sur 7. C'est gratuit, c'est anonyme, c'est par téléphone, mais aussi j'ai vu via WhatsApp et Messenger. Vous adaptez aux nouvelles, technologies. Et grâce à toi, à ton équipe, il y a des milliers de jeunes qui sont accompagnés chaque année pour sortir des situations de cyberharcèlement, de diffusion d'images non consenties, de violences en ligne, ou simplement pour mieux comprendre les écrans. Alors juste, avant de passer sur le débat, moi Justine, j'aurais aimé que tu nous dises un petit peu, comment toi tu vois les choses? Comment vont les enfants face au numérique aujourd'hui? Et puis, comment vont les parents? Comment tu vois? Quel est ton pouls là de 2020 de cette rentrée 2025? Juste pour ajouter sur ta présentation qu'on est à une application 3018, c'est important de le dire parce que, c'est vraiment ce qu'utilisent le plus les jeunes et très souvent, dans les établissements scolaires, quand on leur parle juste d'un numéro de téléphone, ils vont pas forcément l'utiliser. Alors que dès lors qu'ils savent que c'est une application, qui est évidemment, complètement gratuite à télécharger et anonyme aussi dans le fonctionnement, et qu'ils peuvent chatter avec nous, ça les libère beaucoup donc je me permets de le préciser, je le rappellerai sans doute à la fin. Alors après pour la rentrée 2025, moi je pense que comme sur d'autres sujets, elle est
Elle est un peu chaotique et sans doute, un peu insécurisante pour les parents. Bon, après le contexte mondial l'est globalement, hein, donc le numérique n'y échappe pas. Il y a quand même un sentiment de, voilà, de non-maîtrise de ce domaine-là, hein, avec des nouveautés qui arrivent sans cesse, avec évidemment l'irruption de l'IA générative qui est quand même un bouleversement extrêmement fort et qui peut insécuriser certains parents parce qu'ils avaient peut-être le sentiment qu'enfin, ils avaient un peu compris et davantage l'environnement numérique de leurs enfants petit à petit, avec les smartphones, avec les tablettes, avec les réseaux sociaux. Ils s'étaient mis à Snapchat, à TikTok. Enfin voilà, il y avait une forme de, on avait l'impression qu'on commençait un peu quand même à comprendre et à dominer. Et là voilà qu'arrive un nouvel usage, mais ça c'est les joies du numérique depuis 20 ans, qui est quand même un peu différent. C'est proche, mais assez différent aussi. Et pour le coup, sur lequel se sont absolument rués massivement les jeunes, hein, de façon vraiment extrêmement spontanée. Et avec, sans doute, vous avez dû le voir pour la première fois dans l'histoire d'internet, la fréquentation de Google a chuté. Enfin voilà, donc c'est vraiment un mouvement, extrêmement fort et qui bouleverse vraiment le rapport, au numérique avec, comme l'a dit Axel et on y reviendra sans doute, ce malentendu sur, qu'est-ce qu'est une IA et qu'est-ce que ça n'est pas évidemment, en termes d'interlocuteur, humain. Voilà, donc ça, on sent quand même que ça déstabilise pas mal. On peut se féliciter néanmoins que l'éducation nationale, pour une fois, a été extrêmement réactive, puis comme tu l'as dit tout à l'heure, en intégrant, alors cet outil dans les ça c'est vraiment, je pense qu'Axel peut en témoigner, c'est la première fois qu'il y a un usage qui est vraiment qui est à ce point-là, très rapidement, immédiatement, quasiment intégré à la fois pour les enseignants qui peuvent l'utiliser et s'en saisir et qui vont être formés à ça et qu'on accepte que ça soit aussi, utilisé par les élèves, avec un encadrement. Donc voilà, donc comme pour tout, ça s'accélère, mais ça bouleverse un peu la donne. Après évidemment, je pense qu'on partage tous cet avis, que dire les parents, ça veut pas dire grand-chose. Il y a beaucoup de parents extrêmement différents. Qu'à force de dire les parents depuis 15 ans, on parle plus du tout des mêmes parents puisque ceux d'avant ont vieilli, ceux d'aujourd'hui sont beaucoup plus jeunes, donc sont beaucoup plus quand même à l'aise avec les outils numériques, l'ont intégré davantage dans leur schéma éducatif et que donc on en arrive plutôt, je trouve, à une personnalisation finalement des usages numériques au regard du schéma éducatif plus global d'une famille, quelle que soit sa forme, et qui donc va gérer le numérique comme ils gèrent les autres aspects finalement de l'éducation de leurs enfants. Et on le sait, c'est très différent d'une famille à l'autre sur plein de sujets, donc ça l'est aussi sur ces aspects numériques. On n'a pas tous le même modèle éducatif pour nos familles et elles sont elles-mêmes très différentes. Et c'est pareil pour le numérique. Ça, je trouve ça assez rassurant. Ça veut dire que ça a intégré vraiment, c'est rentré dans le modèle éducatif et c'est plus un objet extérieur sur lequel on va attendre voilà une espèce de one size fits all qui serait le modèle voilà pour utiliser internet. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a quand même des signes assez positifs, même si encore une fois voilà les parents sont dans un environnement qui ne cesse de les alerter sur des risques, des dangers, des faits divers, etc. Mais mais en général, ce qui les rassure, c'est quand ils parlent à leurs enfants connaissaient très bien les phénomènes dont par rapport les médias vont se saisir et que donc c'est une nouveauté pour eux parents. Mais en réalité, voilà, c'est quelque chose que les jeunes ont réussi malgré tout à appréhender, à maîtriser, à se construire des mécaniques d'autodéfense entre pairs, ensemble, parce qu'ils ont bien été obligés du reste pendant longtemps. Et voilà, moi c'est vrai que je suis plutôt optimiste de nature, donc j'aurais tendance à favoriser les bons côtés et je trouve que voilà, parallèlement d'ailleurs au fait que, on peut se féliciter qu'il y a une prise de conscience plus générale, politique européenne sur effectivement un encadrement beaucoup plus fort évidemment qu'il faut avoir sur, cet environnement-là aussi, parallèlement. Mais voilà, moi je trouve qu'on est plutôt dans un élan assez constructif, sur ce sujet-là, tout le mois. Top. Et alors juste, au niveau de l'association, c'est quoi ce que vous est-ce qu'il y a, il y a des sujets que vous recevez plus à traiter que d'autres, Alors oui, on a forcément bon le sujet qui est pas nouveau, mais qui reste permanent, qui est le cyberharcèlement sous toutes ses formes. Ça malheureusement, il y a chaque année des nouveaux enfants qui rentrent à l'école, des nouveaux ados qui rentrent au collège, des nouveaux groupes qui se constituent et on a beau faire tout ce qu'on veut, voilà, ce sont des mécaniques de groupe qui apparaissent. L'enjeu est que ça s'installe pas durablement et qu'on puisse effectivement, repérer le plus tôt possible, les signaux faibles et faire en sorte que ça s'arrête. En collaboration avec tous les acteurs concernés, que ça soit les réseaux sociaux, l'école et même d'autres lieux extrascolaires. Donc ça, c'est un sujet récurrent, voilà, ça malheureusement pour l'instant et on peut pas dire qu'il soit en diminution.
Ensuite, dans les «nouveautés» entre guillemets, eh ben, on va revenir à l'IA, hein. Ça, on va pas pouvoir, je pense qu'on va beaucoup en parler ce matin, aujourd'hui, parce que voilà, c'est quand même incontournable. Ça bouleverse franchement, encore une fois, les usages. Il y a évidemment des nouveaux risques, qui sont liés à toute activité humaine nouvelle, hein. Et donc ça, effectivement, c'est très présent. Et on commence à avoir évidemment des problématiques qui sont liées à ça. Mais encore une fois, je trouve que la réactivité, de la société en général par rapport à ce sujet est quand même assez encourageante malgré tout. Puis, heu et ça va dans le sens aussi de l'opportunité des VARS qui arrive quand même à un très bon moment aussi, même si c'est tardivement par rapport à la loi de 2021. Il était temps et ça devient urgent parce que, comme vous le savez, on a quand même une régression assez forte de l'égalité homme-femme en réalité, par rapport à la perception que les jeunes en ont. Vous avez sans doute dû voir le rapport du Haut Commissariat à l'égalité hommes-femmes qui est sorti, au début d'année 2025, qui montre quand même qu'on a des régressions, hein, sur un certain nombre de visions des stéréotypes, hommes-femmes, depuis 10 ans, chez les jeunes, donc c'est assez inquiétant. Et donc on peut évidemment ne pas lier ça à la fois une consommation de pornographie, précoce qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années et qui est forcément à créer des dégâts chez les adultes et donc chez les jeunes aussi, mais aussi à la poussée, qu'on dit incel, masculinisme, vous pouvez la nommer comme vous voulez, qui est quand même, assez présente sur les réseaux, et dont on voit que les jeunes garçons, on le voit avec les chiffres de l'étude du Haut Commissariat, sont assez, perméables quand même à tout ça. Donc ça, c'est quand même un sujet, nous, qu'on constate, hein, qui monte. Alors c'est évidemment pas majoritaire, Dieu merci, mais c'est présent. C'est présent en classe quand on intervient, c'est présent effectivement sur les appels qu'on peut recevoir à certains moments et voilà. Et ça, il faut, je pense, être très vigilant et se saisir de ce sujet-là. Et c'est là qu'effectivement la mise en place, du programme EVARS, qui a aussi, vraiment dans ses objectifs principaux justement de mettre en place, des réflexes sur l'égalité homme-femme et de façon très précoce, hein, puisque dès la maternelle, on nous paraît vraiment essentiel et loin d'être effectivement, une option comme ça l'a été, ces dernières années. Eh ben, merci beaucoup Justine pour, ce résumé de un peu la situation qui va nous amener vers notre débat, et en fait, en relisant, la question là que j'avais mise, c'était: «Les parents sont-ils largués face aux usages numériques de leurs enfants?» Bon, on va en débattre, mais en fait, je me demande si ils sont largués face aux usages numériques ou est-ce qu'ils sont largués face à leur consommation du numérique, qui est un petit peu différent. Et je pense en t'écoutant là, il y a pas mal de choses là qui me sont venues par rapport à d'autres débats que j'ai eus, notamment cet été avec plusieurs amis. Donc, on va en parler. Donc, la place au débat de la semaine. Donc, on parle beaucoup, mais on sent souvent que les parents sont démunis, qui savent, est-ce que je dois donner un portable ou pas? À quel âge ou pas? Est-ce qu'il doit avoir accès, aux réseaux sociaux? Est-ce que YouTube, c'est un réseau social ou pas? Parce que, par exemple, là, on a, les Australiens, qui ont, considéré que YouTube, c'était un réseau social et c'est interdit aux moins de 16 ans, au même titre qu'Instagram, et TikTok. Mais YouTube nous dit: «Non, nous, on n'est pas un réseau social». Pareil, WhatsApp, on nous dit: «C'est pas un réseau social». Donc en fait, les parents, ils sont en mode, «Ouais, il y a tellement de possibilités et comment est-ce que je gère ça, derrière?» Et en plus, on voit que dans les faits, donc j'ai repris les chiffres, de l'année dernière de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Donc les enfants reçoivent leur première tablette vers 9 ans, leur premier smartphone à 11 ans, souvent, à l'entrée au collège. Une fois utilisés, les 11-14 ans, ils passent 3h07 par jour. Les 15-10, 4h43. Mais comme on le dit tout le temps dans Génération Parents, le temps d'écran ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on consomme, quel est le menu. Les parents, eux, sous-estiment systématiquement le temps de leurs enfants, combien de temps ils y passent. Il y a une perception décalée et à côté de ça, en fait, les parents ne savent pas trop ce que leurs enfants consomment, parce qu'il y a 65 des 7-10 ans qui utilisent un smartphone sans la présence d'un adulte. Donc 65 des 7-10 ans sans la présence d'un adulte avec l'utilisation d'un smartphone. Et chez les 11-14 ans, c'est 93 sans un adulte à côté.
Et à côté de ça, quand on parle, par exemple, de, mieux contrôler, il y a que 23 des parents qui ont mis en place un contrôle parental. Donc en fait, les enfants, heu, ont des usages, consomment. Je pense que les parents ont un peu compris, l'usage des réseaux sociaux et cetera, mais en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font dedans. Et j'en reviens sur la consommation, j'ai eu plusieurs discussions, moi, cet été avec des amis, où quand je commence à leur parler des youtubeurs, je sais pas, Inoxtag, Squeezie, Léna Situation, je rigole parce que j'étais à un déjeuner et je commençais à dire: «Ah là, mais si tu connais pas, Squeezie et Inoxtag, tu un parent complètement largué». Et là, il y a un pote qui fait: «Bah, moi, je sais pas qui c'est». Et en fait, moi, je me dis, il y a quand même un enjeu de, en fait, à notre âge, enfin quand on avait l'âge de nos enfants, nos parents faisaient attention à avec qui on sortait, la réputation, fallait être avec, des gens bien et ne pas avoir des gens de mauvaise réputation, en amis. Mais en fait, là, on a, un petit peu, des personnes qui vont être au quotidien avec nos enfants, que nos enfants vont écouter tous les jours parce qu'ils vont les suivre et cetera. Et nous, on n'a aucune idée de ce que ces personnes, disent. Alors voilà, je lance, le débat. Donc est-ce que les parents ne seraient pas totalement largués? Mmh. De qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait Axel, je te dans laisse répondre, j'ai beaucoup parlé, donc vas-y. Je peux en tout cas ouvrir la discussion, mais tout à l'heure, Solène, tu disais ce qu'ils sont largués dans les usages ou eux-mêmes et je pense qu'ils sont face aussi à des injonctions contradictoires a avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont aussi, captifs, je nous englobe, on est aussi utilisateurs, on a un problème aussi de régulation et on doit être, donc on sait qu'on doit être aussi un peu exemplaire vis-à-vis de ses enfants et en même temps, voilà, on voudrait trouver la bonne posture et c'est pas évident. Hem, sur ce sujet-là, je pense qu'il y a besoin peut-être de déconstruire aussi une relation parent-enfant et peut-être qu'on y participe aussi et aux des médias parfois à opposer et à dire qu'il y a des tensions, que c'est un sujet de tension, à entretenir aussi le fait que les parents sont démunis, qu'ils sont largués. Peut-être qu'on les entretient aussi, dans ce schéma-là et alors que, peut-être en se mettant davantage sur un pied d'égalité avec, leurs enfants, en se disant: «Bah, moi aussi je suis un peu victime d'un même système, moi aussi j'ai du mal à décrocher. Cherchons ensemble des solutions», ça pourrait déjà, recréer voilà, un espace de dialogue où on s'inclut un peu dans la difficulté, à réguler tout ça. Parce que quand même, il faut pas se mentir, on est un peu tous victimes d'un certain système avec les réseaux, sociaux. Puis moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle avec ce que tu disais sur le fait qu'effectivement, ils connaissent pas, les références des jeunes aujourd'hui et on a fait une intervention là et c'était effectivement amusant. On a présenté à des parents, bah, les 10 influenceurs les plus suivis sur, TikTok effectivement, par certains qui avaient entendu parler de Thibaut InShape, comme ça parce qu'il a eu des sorties, en dehors des réseaux sociaux. Personne ne connaissait des références alors que, bah, moi je me souviens, alors j'étais pas une grande fan, mais en tout cas, il suffisait d'ouvrir une porte de chambre pour voir coller, les sportifs, les chanteurs, les acteurs qu'on avait, envie de suivre et si on y pense en tant que parent, se dire que peut-être ce que notre enfant fait 4, 3, tu disais 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, c'est de l'inconnu total pour nous. Si on transposait ça à n'importe quelle autre situation de notre vie, on disait: «Mais à quel moment, on ne sait pas dans une journée de 24 heures, où est et ce que fait notre enfant?» Donc il y a vraiment plutôt un enjeu, moi je dirais de curiosité, d'en faire un sujet de discussion, se dire: «Ben, peut-être qu'il faut changer aussi les questions plutôt que: «Ça s'est passé comment ta journée d'école?» «Qu'est-ce que tu as rencontré sur les réseaux aujourd'hui? Comment ça s'est passé?» Peut-être pouvoir évaluer aussi des problématiques comme, traite Justine de cyberharcèlement, se dire: «Voilà, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Tiens, qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, j'ai entendu parler de ça et toi, est-ce que toi aussi tu as entendu parler de cette actu?» D'en refaire peut-être déjà, se remettre sur un pied d'égalité et en refaire un sujet de discussion et déconstruire peut-être, aussi certaines, idées, reçues que chacun, peut-être s'entretient. Ses mmh. enfants hyper, à Mais en l'aise plus et ses après parents, un peu impuissants. comme tu le dis, c'est cette curiosité. Alors après, moi, je pense, je suis pas un bon exemple parce que ça fait partie de mon métier quotidien et je pense que nous toutes, on n'est pas forcément un Oui. bon exemple. Mais moi, je regarde, les vlogs, d'août de Léna Situation depuis 3 ans
Je me Donc suis il y a dit: 3 ans, je me suis dit: «Mais c'est quoi cette fille?» En fait, je l'ai découverte, sur Le Quotidien quand elle faisait la promo de son premier livre il y a 3 ans et je l'avais jamais vue et je me suis dit: «Mais c'est quoi cette fille qui réunit des millions de personnes?» En fait, il faut que je m'y intéresse pour voir un petit peu, qui c'est et j'ai commencé à regarder les vlogs d'août et en fait, on voit un petit peu l'état d'esprit de cette génération, comment ils fonctionnent et cetera et puis après, j'ai regardé, le docu, de Inox Tag, sur Amazon, Prime avec mon fils et donc là, j'ai vu qu'est-ce que c'était un créateur de contenu depuis 10 ans, comment il s'est construit, le travail et en fait, j'ai eu ma vision des youtubeurs qui a complètement changé. J'ai vu le travail que c'était. Là, plus récemment, j'ai regardé un docu, sur les championnats, du monde, je ne sais plus quel, jeu vidéo, mais en fait, on voit les écuries, comment est-ce qu'ils se comment enfin, on voit ceux qui jouent aux jeux vidéo 12 heures par jour, mais avec un coach et du sport et cetera et en fait, ça je trouve que enfin, moi, personnellement, ça m'a permis de voir un peu différemment, cette génération et maintenant, en fait, c'est dans mes usages. Par exemple, là, il y a, Inoxtag, qui, sort, une nouvelle émission, avec mon fils aîné, on l'a prévu de la regarder ensemble et «Bon heu exemple». et voilà et c'est vrai que, je pense qu'il a l'impression que je m'intéresse aussi à ces sujets comme il va, des fois, s'intéresser aux miens, quoi. Voilà, il faut absolument essayer de comprendre, quel est le contenu qu'il consomme, par ex je me suis tapé les 3 heures de Thibaut InShape chez Génération Do It Yourself pour comprendre un peu le personnage. Oui, mais c'est important, hein. Heu, Je suis complètement mais voilà, d'accord, hein. C'est c'est l'essentiel, je pense, comme tu disais, les statistiques, elles sont quand même très parlantes. Enfin, je veux dire, il y a peut-être aussi une remise en question effectivement, des parents à se dire: «Est-ce que je porte aussi de l'intérêt à ce qui est regardé?» Il y a du négatif, mais il y a aussi des choses, qui sont positives et puis ça fait partie d'une génération qui est la génération des enfants et donc du coup, je pense que ça peut contribuer à une relation plus horizontale des réseaux et de la compréhension et effectivement pas être tout de suite dans le jugement. Effectivement, on voit, le négatif, c'est ce qui ressort, c'est ce qu'il faut là, il faut être vigilant, mais ça peut être et je te rejoins totalement Solène, une source, discussions familiales, de sujets, de remettre un petit peu d'humain en fait, d'utiliser cet outil et ces réseaux, peut-être même pour remettre de l'humain dans la famille et pour remettre des sujets de conversation et c'est surtout ce truc de dire, que, c'était mieux avant et puis que ce qu'il y a maintenant est pas positif et pas bien. Moi, j'en suis vraiment pas du tout convaincue et je pense que dans tout ça, effectivement, si ces personnes réunissent, du monde, enfin voilà, il y a comprendre aussi les enjeux et comprendre, ce qui, articule aussi les relations entre eux, entre enfants, au collège, au lycée et cetera. Ça donne des clés, je trouve aussi, et pouvoir leur parler aussi avec leur langage, aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a plein de choses à se mettre au niveau et pas vraiment voilà, vraiment être sur quelque chose de plus horizontal et de se dire que nous aussi on a des choses à apprendre et à modifier dans notre comportement aussi, face aux mmh réseaux. mh et surtout garder en tête qu'en fait les algorithmes nous mettent tellement chacun dans nos flux que je pense qu'il y a beaucoup de parents, par exemple, je sais pas, tu as un compte Instagram, tu es dessus, tu vois des trucs et tu dis: «Bah ouais, c'est sans danger». Sauf que ce que vont regarder vos enfants, ce sera pas la même chose. Déjà, regardez ce que regardent vos conjoints et vous verrez que c'est pas du tout la même chose. En fait, il faut pas se dire que parce que nous, on a un usage qui nous montre telle ou telle chose, nos enfants aussi ils n'ont pas des choses Un dangereuses. usage Justine, sain tu voulais que dire quelque chose? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas évident pour les parents de se positionner parce qu'ils ont aussi, ils ont un souci de préserver aussi une forme de vie privée de leurs enfants dans l'adolescence surtout parce que bon, l'enfant c'est un peu différent, mais les adolescents, les pré-ados, et ils ont toujours peur d'être un peu intrusifs et ils ont parfois du mal à trouver la bonne posture pour s'intéresser sincèrement et vouloir partager sans être trop intrusif sur et ça, je pense qu'il faut de toute façon renoncer à ça, de savoir tout ce que leurs enfants regardent, enfin les ados, en tout cas, évidemment. Voilà, parce que c'est aussi l'âge où
On commence à s'éveiller à un certain nombre de questions, qui sortent de l'ordre de l'intimité justement et de la construction, personnelle et sur lequel, jamais les parents n'ont eu de regard et voilà et sur lesquels ils n'ont pas forcément à en avoir. Bon, c'est évidemment, un fil, très ténu, hein et un équilibre effectivement compliqué à mettre en place, mais voilà donc c'est pas, il y a des parents qui sont pas forcément inintéressés, mais voilà le comment on passe de la curiosité constructive du partage à un peu trop demander ou voir. Voilà, c'est pas toujours très évident pour eux et c'est pour ça que le fait que des influenceurs, des créateurs de contenu passent finalement, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux et deviennent médiatiquement, parce que c'est ce dont tu parles, c'est vraiment des créateurs de contenu qui sont devenus médiatiquement exposés sur tous les autres médias, ce qui les a rendus finalement, la preuve en est, on en a tous Incontournable. fait, incontournables, mais parce qu'ils sont sortis des écrans numériques, hein, et que c'est pour ça ils ont été portés à notre connaissance. Après voilà, c'est normal que les jeunes aient leur propre culture, qui soit pas forcément archi accessible, aux adultes et de toute façon, c'est constructif même pour eux. Je pense que la question, tu le disais tout à l'heure sur la consommation, elle est plus liée à que tout ça se passe dans un outil qui est le smartphone, qui lui a un côté privé par nature, d'une taille qui fait qu'il peut se cacher, enfin et que ça génère finalement un autre comportement qui n'a finalement rien à voir avec ce qu'il y a dedans et que tout ça, si tu l'agrèges, ça crée effectivement cette espèce de tension et je pense que ça génère, une forme de dissimulation chez les ados qu'ils n'auraient pas forcément eu mais qui va avoir parce qu'il y a un regard un peu méfiant du parent. Et d'ailleurs, je pense que Axel le voit aussi sur l'intervention, les ados, ils souffrent pas mal de ce regard un peu jugeant et dégradant que les parents vont avoir du numérique en général quand c'est le cas. Alors que finalement, ils sont assez demandeurs de pouvoir spontanément rigoler officiellement devant les parents de quelque chose qu'ils regardent sur le numérique et de partager. Et moi, ça me fait beaucoup de peine pour eux parce que parfois, ils ont vraiment même des compétences qu'ils ont développées sur les jeux vidéo notamment, mais aussi voilà, sur d'autres compétences de création de contenu et qui s'autorisent pas à partager avec leurs parents parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils vont être voilà jugés négativement. Donc voilà, donc des deux côtés finalement, on voit qu'il y a pas mal de malentendus et de souffrances. Voilà et que comme toujours effectivement, je pense que c'est à ça qu'on sert tous à nos places, c'est de pouvoir faire médiation et permettre finalement de dire à chacun qu'il attend de l'autre que qu'il lui montre ou qu'il lui parle et de partager. Maintenir le lien. Après, moi, j'ai un petit tips, hein, moi, un de mes tips du soir, mais qui est pas du tout intrusif, c'est souvent, on va parler de l'actualité et moi, je dis: «Et alors, Hugo Décrypte, comment est-ce qu'il a, décrypté, cette actualité?» Parce qu'évidemment, moi, je vais regarder une actualité sur un média mainstream, BFM, LCI ou alors je vais avoir lu Le Monde et Les Échos et je sais que Hugo Décrypte, il aura fait cette actualité en, 30 secondes, 1 minute 30, maximum et donc juste de dire: «Alors Hugo Décrypte, il a dit quoi là-dessus?» Bah, ça lance la discussion et en fait, ça fait un parallèle sur le fait que, voilà, on ne s'alimente pas, de la même manière, consomme pas l'actualité de la même manière, mais peut-être qu'on va arriver à la même, au même décryptage, de l'actualité. Voilà un petit partage. Mais tout ça revient quand même au fait que, moi, je me pose la question de si enfin est-ce que ces usages numériques et j'en parlais hier, j'ai enregistré un épisode de Silicon Carnet, le podcast de la tech, où on parlait de cet ado, qui, s'est suicidé, suite, à des échanges avec, ChatGPT. Il y a quand même un souci du lien et comment est-ce qu'on en arrive à avoir des enfants qui préfèrent parler à des intelligences artificielles plutôt que de parler à leurs parents ou à des amis parce qu'ils vont pas bien? Et donc comment est-ce qu'on fait pour que malgré cette consommation du numérique, le lien perdure, pour en fait, bah, avoir une bonne santé mentale? Parce que moi je pense que cette dégradation de la santé mentale, qu'on constate, de plus en plus, elle est du fait qu'on est quand même des animaux sociaux, qu'on a besoin de se voir, d'échanger, de se palper, enfin voilà et on n'est pas là, pour, juste consommer un écran. Donc comment est-ce qu'on arrive à, sortir de l'écran et à maintenir ce lien malgré tout ce qu'on consomme toute la journée? Alors je sais pas si enfin je voilà, c'est ma réflexion en ce moment, Mmh. quoi. Le lien, parents Bah, c'est enfants.
oui, la fausse promesse de tout cet, environnement numérique qui nous a proposé, un lien Connecté. mondial, que voilà, connecté, qui était effectivement très enthousiasmant, qui a aussi du vrai, hein, parce qu'on a quand même soulevé aussi des montagnes grâce, à cette communication universelle et c'est formidable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les chiffres sur la santé mentale, avec notamment l'accélération qu'il y a eu pendant le covid, effectivement témoigne du fait que comme c'est un confort pour notre cerveau, de continuer à avoir ces shoots de dopamine, toutes les 2 minutes quand on change de vidéo, bon c'est difficile d'y résister finalement et surtout quand on est évidemment en construction et qu'on est jeune et que, bah, c'est du temps qu'on passe plus avec les autres tu raison, en connexion, en lien, je reviens toujours à Evars, c'est là où c'est essentiel parce que finalement on n'apprend plus même à décoder, les signes que l'autre envoie quand on est en présentiel avec lui, avec ses expressions, avec un certain nombre de choses. On et ça c'est même animal normalement, hein, de de savoir effectivement un peu, comprendre, sentir l'autre et on le perd et tu as raison, ça crée effectivement l'isolement, qui est dramatique Bah, pour la santé j'en avais mentale, ouais. parlé avec Emmanuel Piquet dans un autre épisode. Moi, je trouve que enfin, du moins la génération de mon fils aîné, je trouve qu'ils ont du mal à regarder les gens dans les yeux. En fait, le Notre contact empathie, visuel notre est empathie est beaucoup moins, difficile à travaillée et faire. de lire l'autre, ouais. Ouais et donc Et moi, souvent, je dis: «Mais regardez-moi dans les yeux, on est en train de se parler, on a une discussion» et en fait, ils ont tellement l'habitude d'être, je sais pas, d'être sur un écran machin, qu'en fait, ils ont une discussion, mais ils vous regardent pas, quoi. C'est vrai, Donc c'est vrai. Ouais, tu as raison, Mais, tout à fait. ce que si je peux rebondir, Solène, sur ce que tu évoquais par rapport à se tourner vers, les IA, c'est vrai que ça doit nous questionner, nous, en tant qu'adultes, sur notre propre disponibilité. Alors c'est sûr, elle évoquait Justine, vraiment tu as tout à fait raison sur ce moment un peu charnière d'entrer dans l'adolescence où c'est normal aussi qu'on se tourne moins vers ses parents, vers l'adulte, pour aborder certains sujets et on va aller chercher des réponses, bah, malheureusement pas au bon endroit. Mais je pense que ça va quand même nous questionner à l'échelle de la société, sur notre place d'adulte, disponibilité pour nos jeunes, à les écouter, à leur avoir du vrai temps disponible pour eux. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'on parlait, enfin je le sujet de ton là du débat était aussi sur les parents largués et comment on peut les aider. C'est vrai qu'on a beaucoup, un peu crispé les parents sur la question, du temps d'écran. Ils sont très focus là-dessus et peut-être parler plus aussi collectivement de moments écran. Et donc de moments sans écran et donc de moments qu'on dédie vraiment à l'autre, les moments de repas, les moments d'échange où collectivement on va mettre de côté des écrans pour que ça fasse justement pas barrière, qu'on puisse être disponible, se regarder dans les yeux comme tu le dis et donc je crois que ça doit nous questionner au niveau de la nous, aussi adultes, pourquoi ils se tournent tant, bah, voilà vers ces IA? Ils vont chercher peut-être des réponses qu'on leur apporte pas parce qu'on n'ose pas aborder certains sujets, une disponibilité, hem, voilà, qu'on n'a pas forcément, tout le temps pour eux et de leur rappeler du coup que ce sont des outils et la bonne place de ces outils. C'est aussi notre rôle d'adulte, leur apprendre à utiliser ces outils à leur bonne place. C'est des outils, c'est pas des faux psys, c'est pas des voyants, c'est pas des donc en Après fait, le Yves, j'ajouterais juste qu'il faut pas non plus tirer un trait très noir, c'est-à-dire que, avant les adultes étaient pas particulièrement plus disponibles, pour les jeunes. Enfin, c'est toujours pareil, on doit tous être oui, vigilants, sans mais je être pense que caricatural bien sûr, hein. Oui, bah, oui. je sais qu'on l'est, hein, bien sûr, mais c'est pour les gens qui nous écoutent aussi. Voilà, c'est pour effectivement bien dire que, il y avait pas plus d'adultes disponibles avant. L'IA peut avoir des vertus si effectivement elle pallie à un manque qui préexistait, qui est pas nouveau. En fait, elle remplace rien à la place d'un vide qui, à mon avis, préexistait déjà. Après, effectivement, c'est dans quelle mesure, elle est capable d'apporter des réponses qui orientent et non pas qui se font passer pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire ni un psy, ni un parent, ni un ami et cetera. Mais à nouveau, le numérique est arrivé aussi à un temps de l'humanité où il y avait d'autres problématiques. On était aussi dans la déconstruction des communautés, quelles qu'elles soient, qui font aussi socle, qui permettent d'accompagner des jeunes quand c'est plus la famille, quand c'est plus les parents. Il y a d'autres membres de la communauté qui prennent le relais. Et c'est là où, voilà, je pense que peut pas faire refaire ouais. le monde. Mais voilà, tout ça, il faut toujours contextualiser parce que faut pas diaboliser le numérique comme s'il avait cassé quelque chose qui existait. Je pense que c'est plutôt bien aussi que les jeunes aujourd'hui aient les réseaux sociaux qui leur apportent aussi des réponses, qui leur permettent de partager entre eux du mal-être, etc. À nouveau, il faut que ça soit construit de façon rigoureuse, effectivement orientée. Et on a plutôt un enjeu aujourd'hui, et je sais qu'on y travaille tous ensemble d'ailleurs, sur comment reconnaître les bons contenus des mauvais, les bonnes réponses des mauvaises, les bons créateurs des mauvais, parce que c'est plutôt là où est le risque, en fait, à mon avis. Ouais, c'est, ce qu'on dit avec Axel, apprendre à dompter l'algorithme pour avoir un bon menu à la maison.
Dans tous les cas, bon, c'est passionnant et je pense qu'on aura, d'autres, débats dans cette saison 2 sur ce sujet-là. Bon, on va dire que les parents sont pas si largués que ça, ils sont conscients, mais il faut qu'ils arrivent à trouver le bon équilibre entre, je sais ce qui se passe, je ne suis pas trop intrusif. Voilà, il faut, enfin, tout est une question d'équilibre et c'est vrai que souvent c'est pas facile à trouver et en plus ça dépend tellement de chaque enfant. On va passer maintenant à la rubrique au secours. Donc c'est une question, je pense plutôt pour Justine, puis Axel, tu pourras peut-être rajouter des choses. C'est celle où la rubrique où des parents nous posent des vraies questions. Donc aujourd'hui le sujet c'est le cyberharcèlement et le message que nous avons reçu de Sophie, maman d'une ado de 13 ans, c'est: ma fille semble très stressée depuis quelques semaines. Elle dit que tout va bien, mais je vois passer beaucoup de temps sur son téléphone, souvent en pleurant. J'ai découvert qu'elle reçoit des messages blessants dans un groupe WhatsApp de sa classe. Je suis perdue, je ne veux pas l'espionner, mais je ne sais pas comment l'aider sans qu'elle se ferme. Est-ce que c'est déjà du cyberharcèlement? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire concrètement en tant que parent? Vaste sujet, malheureusement assez récurrent. D'abord, si son enfant souffre et sa fille pleure en regardant effectivement des échanges de messages, c'est quand même qu'il y a une maltraitance, factuelle, voilà, qu'elle ressent, une souffrance que ça lui évoque. Un groupe WhatsApp, c'est déjà un groupe qui effectivement apparemment est lié à la classe et qui lui envoie des messages malveillants. Alors c'est intéressant, c'est qu'en fait, la petite fille comme la maman ont tendance à minimiser en fait, Mmh. ce qui est en train de se passer, pour le supporter, le digérer et ne pas effectivement, voilà, en faire un problème. C'est souvent malheureusement comme ça que ça se passe, c'est que la victime a un seuil de tolérance assez fort, qui lui permet d'encaisser ce qu'elle devrait pas encaisser. Mais il y a quand même un point de vigilance qui fait que cette maman, appelle au secours et oui, elle a bien raison parce que c'est pas normal évidemment, à quel moment c'est normal de pleurer devant des messages qu'on reçoit sur un groupe WhatsApp, effectivement. Donc oui, c'est du cyberharcèlement. Pourquoi? Parce que manifestement, il y a de la répétition dans ces phénomènes-là. Quand c'est malveillant, c'est quand même qu'il y a une intention de nuire, avec, effectivement une répétition. C'est pas hasardeux, c'est pas une fois comme ça. C'est de la répétition malveillante, donc c'est tout à fait les caractéristiques du harcèlement et en l'occurrence avec les outils numériques et le cyber et force est de constater et on en traite énormément au 30-18 que WhatsApp est malheureusement aussi un lieu où effectivement il y a énormément, ces phénomènes de cyberharcèlement. Donc déjà qu'elle n'ait malheureusement pas de questions sur le diagnostic, c'est celui-là. Maintenant heureusement, on est en 2025 et il y a quand même une capacité à faire un certain nombre de choses. Déjà évidemment à se tourner vers l'école puisque manifestement ça concerne quand même un groupe d'enfants qui se sont rencontrés à l'école et qui sont ensemble à l'école, quelle qu'elle soit. Donc c'est quand même à l'école de veiller à ce que ce groupe ne devienne pas toxique comme ça, au détriment d'un des leurs et donc effectivement de prendre le sujet à bras le corps et maintenant avec le programme phare, et le protocole qui a été mis en place, il y a vraiment énormément d'outils pour aider les établissements scolaires et les enseignants et toute la communauté éducative à s'en saisir, en alliance avec les parents évidemment, parce qu'il faut surtout pas que ça soit un sujet de rupture entre les familles et l'école, pour soutenir cet enfant, l'accompagner et évidemment faire comprendre au groupe ce qu'il en est. Après sur l'aspect cyber, c'est vrai qu'il faut faire des captures d'écran immédiatement pour garder des preuves. C'est le seul avantage, je dirais, du cyberharcèlement par rapport au harcèlement classique, c'est qu'il y a cette capacité d'avoir des preuves, ce qui est beaucoup plus difficile en général pour le harcèlement classique, parce que ce sont des petites violences qu'on appelle des micro-violences répétées, mais assez insidieuses et difficiles à prouver. Donc, faut faire des preuves. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle peut aussi s'extraire de ce groupe tant qu'il est malveillant avec elle. C'est-à-dire que c'est difficile effectivement pour les adolescents de s'extraire des groupes parce que c'est de choisir de se désocialiser. Je parle du groupe numérique, hein. Mais en même Mmh. temps, c'est aussi une façon de montrer qu'on va pas rester là à souffrir devant tout le monde et à se laisser effectivement, sans rien dire, le temps en tout cas que ça soit comme ça. Donc il y a en tout cas cette question à se faire et plus largement, même si c'est pas sur WhatsApp, à se dire: «Moi, je bloque les gens finalement qui sont malveillants à mon égard et je veux pas rester comme ça ce qui est voilà à me laisser malmener et puis pour résumer évidemment il y a le 30-18 qui est présent, hein, qui est là pour ça, que ça soit donc, sur l'application pour chatter si c'est la jeune fille qui veut nous appeler ou, la maman qui veut vraiment utiliser le téléphone. On est présent pour écouter cette situation et être en capacité effectivement à, la faire connaître aux différents acteurs qui sont responsables. Donc l'école en l'occurrence puisqu'on a évidemment, on est en ligne directe avec les référents harcèlement, qui vont prendre contact avec la famille et recréer le lien avec l'école, sur cette situation. On peut signaler aux réseaux sociaux, pour leur demander et à WhatsApp,
pour effectivement demander de si vraiment ces groupes-là sont très actifs en cyberharcèlement de les bannir le temps qu'il le faut ou d'empêcher leurs utilisateurs de récidiver et s'il y a des contenus qui circulent de les supprimer. Et puis parfois, il y a d'autres interventions qu'on est amené à faire. C'est pas du tout le cas de cette situation malheureusement, mais il y a des situations qui sont très, très lourdes derrière et où on découvre que derrière des situations de cyberharcèlement, il y a des problématiques familiales plus graves. Voilà, il y a d'autres situations qu'on peut être amené à signaler à d'autres acteurs, institutionnels qui peuvent la traiter. Mais en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vraiment en 2025, il y a plus aucune raison de subir ces situations-là comme si c'était une fatalité. Il faut que la victime sache qu'elle est victime de comportements anormaux, qui sont illégaux en plus, si on veut rentrer dans ce schéma-là. Et dans tous les cas, que les adultes autour d'elle, familiaux, écoles et autres, sont au courant qu'il y a des actions à mener et vont les mener pour l'aider. Ça, c'est vraiment indispensable de le savoir. Mais il faut que la famille soit derrière et effectivement l'accompagne parce que c'est aux adultes de prendre ça en charge. Merci beaucoup Justine. Axel, moi je crois que vous avez pas mal traité aussi des WhatsApp chez Internet sans crainte, mais il y a pas un espèce de no man's land là avec, ces groupes WhatsApp qui se créent tout seuls avec les élèves, c'est eux qui le créent, c'est eux qui l'administrent, enfin je sais pas, est-ce que vraiment ils ont besoin de ça? Est-ce qu'on ne devrait pas créer des groupes WhatsApp dans Pronote? Enfin je sais pas, parce qu'apparemment c'est quand même, un des berceaux du harcèlement, enfin on va dire, si je puis me permettre, enfin d'utiliser ce terme. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, WhatsApp est souvent le premier outil qui va être utilisé pour créer ces groupes classes. Après, plus tard, ça se fait, sur des réseaux sociaux. Il y a des groupes classes qui sont proposés dans des ENT. Ça pose la question de la modération parce qu'après quand ça devient comme ça un petit peu institutionnel, si on le fait sans modération, mais à partir du moment où il y a une modération, il va pas y avoir la liberté de parole qu'on va s'autoriser entre jeunes. Je pense qu'il faut peut-être prendre le sujet à l'envers et se dire, ben, si on veut que son enfant parce que effectivement tu posais la question, enfin tu pointais le sujet de s'exclure aussi du groupe social quand on sort d'un groupe WhatsApp. Mais peut-être que la posture aussi de parents, quand on sait que ça arrive souvent à l'entrée au collège, donc à un âge où normalement ce n'est pas autorisé d'avoir ce genre d'outils puisque WhatsApp, je le rappelle, est officiellement interdit avant 13 ans ou d'autres types de messageries, Merci pour en ce tant rappel. voilà, en tant que parent, de dire: «Bah, écoute, moi je suis d'accord pour qu'il y ait un groupe WhatsApp, parce que c'est là que vous retrouvez tous ces camarades et je ne veux pas forcément que tu sois exclu de ça. Mais comme c'est pas un espace normalement dans lequel tu as encore le droit d'être, ben, je propose qu'on l'explore ensemble et que ce soit l'occasion» parce qu'en fait, le vrai fond du problème, c'est que personne n'éduque les enfants aux échanges en ligne, aux règles des échanges en ligne. Que leur dire que tel comportement est interdit, que ça va devenir du harcèlement et comme le disait très bien Justine, qui est un délit, de mettre des mots. Et moi, je sais que je l'ai fait avec mon fils. Voilà, je fais un petit témoignage personnel. Je l'ai fait avec mon fils quand il est rentré, en 6e. Puis en plus, il avait un profil qui pouvait être un peu, terreau, de voilà, de ce genre de phénomène. Et ça a permis d'observer, et ça va très vite, il a fallu moins d'une semaine avant que ça parte, avec alors d'abord des partages d'infos qui n'avaient aucune place dans un groupe WhatsApp. C'est-à-dire que les enfants ne savent pas qu'est-ce qu'est l'ordre du public, du privé, qu'est-ce qu'on raconte à un groupe de camarades qu'on connaît à peine, par rapport à peut-être un groupe de famille dans lequel ils sont habitués. Et très vite, il a commencé à y avoir des insultes ou même des phénomènes qui sont aussi importants, c'est-à-dire des phénomènes de ghosting qu'on voit aussi dans ces groupes, WhatsApp entre jeunes et qui sont déjà en fait des signes de harcèlement qui peuvent être visibles par des parents. Parce que finalement, si au sein d'un groupe, l'enfant est exclu, c'est-à-dire il va poser: «Ah, vous pouvez m'envoyer le devoir ou la leçon?» ou et que personne répond, bah, c'est que très certainement il se passe la même chose, dans l'espace physique aussi. Donc d'observer ça ensemble et de dire: «Bah, là, regarde, quand il te dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, attention, ce mot-là, ça devient de l'insulte, il ne devrait pas. Qu'est-ce qu'on peut répondre?» Bah, c'est peut-être, être en bonne place avec, en tant que parent et de les accompagner peu à peu vers ces échanges parce que je pense qu'on peut le dire, hein, Justine, personne ne leur fait cette éducation aux premiers échanges en ligne et à comment se comporter dans les réseaux sociaux, comment on engage sa responsabilité, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui l'est pas, comment on se comporte avec l'autre, et puis se rappeler qu'il y a toujours une vraie personne derrière l'écran. Donc moi, j'invite les parents à être, aux côtés de leurs enfants dans ces groupes WhatsApp, tout en préservant peu à peu, bien sûr, l'intimité quand l'âge grand. Mais à 11-12 ans, ça se justifie puisque l'enfant n'a officiellement pas le droit d'être sur ces outils. Mmh. OK. Non, mais c'est vrai qu'on oublie complètement, que c'est un réseau social et que c'est celui enfin, ça y est, WhatsApp, c'est, celui où, Meta a le plus d'utilisateurs devant Facebook et Instagram.
Donc et qui, voilà, il c'est devient Alors de plus en plus un réseau. juridiquement, c'est pas un réseau social, hein, c'est une messagerie C'est une privée, donc messagerie, mais que ça voilà. n'empêche pas Non, mais d'avoir des le conditions problème, c'est d'utilisation. voilà, le problème, c'est le mot privé dans messagerie privée parce qu'effectivement, messagerie privée, on imagine 2-3 interlocuteurs. WhatsApp, c'est des groupes de plusieurs centaines de personnes, effectivement, et c'est là où juridiquement, c'est voilà une qualification un peu compliquée, le mot privé, parce que ça n'a plus rien de privé. Mais voilà, ils ont pas exactement le même régime juridique que les réseaux sociaux, ce qui fait que c'est pas toujours facile d'intervenir de la même façon. Et à nouveau, c'est pour ça qu'il y a pas que les jeunes d'ailleurs et d'autres phénomènes qui se passent sur WhatsApp parce que c'est un lieu où effectivement, pour l'instant, c'est plus difficile de le réguler. Et en petite plaisanterie, je rappellerai quand même que tous les adultes sont pas non plus hyper familiers des utilisations des groupes WhatsApp parce que je pense qu'on en a tous des professionnels où il y a effectivement des interventions très hasardeuses qui n'ont absolument rien à voir dans des échanges. Donc c'est amusant aussi de voir que finalement, voilà, cette éducation ou comment on se comporte Collective. dans des on pourra espaces faire un numériques, épisode groupe WhatsApp parents d'élèves. Je pense qu'il y a par tout long exemple, à dire ou sur le autre. sujet. Voilà, c'est toujours assez amusant, je trouve, de voir comment chacun effectivement. Voilà, donc c'est une éducation assez globale à faire, je pense. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. Allez, sauf Émilie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais peut-être te donner un conseil juste pour la jeune fille. J'ai un exercice de sophro qui m'est venu en tête, donc je vais peut-être le Ok, partager parce qu'il y a vas-y, aussi vas-y. l'après et comment on gère, etc. Et c'est vrai que les mots difficiles à entendre, il y a un exercice tout simple où avec l'inspiration, on va venir tendre les mains et en fermant les yeux, on va visualiser un tableau. Alors, il faut le faire surtout quand on vient de subir des agressions, des mots qui blessent, etc. Mais avec quelqu'un à côté de nous, sa maman, etc. Mais voilà, essayer de les visualiser sur un tableau et faire ce geste avec l'expiration d'effacer. Donc en fait, on voit qu'il y a eu, mais on prend aussi le pouvoir et ça fait retravailler la confiance en soi. On perd aussi quand on a ce genre d'attaque. Donc on voit qu'il y a eu ces mots qui sont là. On va pas les oublier parce qu'ils font faire partie de notre vie, de peut-être notre construction, de plein de choses. Mais par contre, on prend le pouvoir de dire que ça ne va plus nous impacter et que on va trouver des solutions, qu'on va en parler, etc. Donc c'est un petit exercice qui peut aussi être utile en plus de tout ce qu'on vient d'aborder. Eh ben, merci beaucoup, Émilie, pour ce super conseil. Allez, on passe à la dernière rubrique, la rubrique quiz de la semaine. Et là, je vous ai préparé un quiz spécial rentrée scolaire 2025. Justine, comme tu es nouvelle dans l'émission, tu ne connais pas, donc en fait, je vais vous poser des questions. Il y a plusieurs réponses possibles, et puis celui qui répond en premier à la bonne réponse Ralph les points. Cette année, je pense que je vais additionner tous les points Waouh. pour voir quels sont les meilleurs chroniqueurs. Ce qui va beaucoup amuser Mika qui est tout le temps très joueur. Tu nous challenges, d'accord. Allez, donc on est parti pour un quiz spécial rentrée scolaire. On est Donc prêt. on teste les connaissances sur les différents sur les chiffres de la rentrée scolaire. Donc, je vais vous poser quelques questions. Allez, c'est parti. Combien d'élèves ont repris le chemin d'école cette année en 2025? Réponse A, 13 millions. Réponse B, 11,8 millions. Réponse C, 10,2 millions. 11. Ouais, ouais, on va commencer à dire 12 11,8, millions. il semblait trop précis. Ouais, Ouais. allez. C'est ça, 11,8 millions d'élèves. Mais à noter que nous avons 100 000 élèves en moins en primaire. Donc, on commence à voir la baisse de la Voilà, ouais. natalité. Et donc, il y a 4% d'élèves en moins par rapport à l'année dernière. Ouais. Je Énorme. vois des écoles Ça a faire même peut-être des classes. réglé notre problème du fait qu'on n'ait pas assez de profs. Si on ne supprime pas les profs et qu'on les laisse et que les élèves baissent, peut-être qu'on va régler le problème. Allez, question 2. Quel est le poids moyen d'un cartable en France aujourd'hui? Oh, A, 5 kilos, B, 6,8 kilos, C, 8,5 kilos. 10. Quand t'as dit 5, 6, J'espère que c'est pas la 3. Ouais, 5, 6,8, 8,5. ouais, 6. 6 quand même. Eh ben, c'est 8,5 kilos, alors que normalement, ça devrait pas dépasser 10% du poids de l'enfant. Mais c'est Donc, pour un enfant de 11 ans, il faudrait que le cartable fasse 3,4 kilos. Donc, on est quand même loin du compte. Il faut absolument laisser mais oui. les livres à l'école ou à la maison, je sais pas. Ou, moi, j'ai la solution, hein. On laisse les livres en classe et on n'a plus de devoirs à la maison. Ouais. On valide.
Comme ça, on résout le problème des Non, cartables. mais où on utilise le numérique et on envoie je sais pas, on fait autre chose, quoi, mais pour alléger le cartable. Voilà. Parce que là, Il faut alléger le cartable, ça c'est clair. Question 3. Quel est le poste le plus cher dans le panier de fournitures scolaires? A. La papeterie. B. Les fournitures non papetières, trousses, cartables. C. Les articles de sport. La 2 peut-être. C'est les ouais, cartables, trousse, tout ça, cartable. ça coûte assez Ouais. cher. C'est le Ouais, cartable. En moyenne, c'est 108 € contre Ah oui. 42 € pour la papeterie et 60 € pour le sport. Donc, pour cartable plus trousse. En Ah oui. moyenne, hein. Alors, je sais pas, c'est peut-être Tans qui rafle la mise. Faudrait savoir quelle est la part de marché parce que les cartables Tans, ils sont assez chers. Mais voilà. C'est source revue de la consommation. Quel est le panier moyen des fournitures d'un élève en 2025? 2025, sachant que ça a baissé par rapport à l'année dernière. Réponse A, 211,10 €. Réponse B, 233,03 €. Réponse C, 23,46 €. Le moins. Ouais, c'est ça. C'est C'est déjà 211,10 énorme, et c'est quoi. Pardon. 12 € de moins qu'en 2024. Bon, à vous de faire le calcul. Moi, j'ai été beaucoup, enfin, j'ai moins dépensé que ça. J'ai fait des économies cette année. J'étais fière de moi quand j'ai vu le chiffre. Mmh. Bon, j'en ai parlé, donc normalement vous allez avoir la réponse. Quel est le taux d'utilisation du contrôle parental en 2024 chez les parents d'enfants de 7 à 17 ans? Réponse A, 45%, réponse B, 23%, réponse C, 71%. 23. 23%, ouais, tu l'as dit tout à 23 l'heure, ouais. alors. Ouais, c'est 23%. Et c'est en baisse, parce que ça, c'est le chiffre de 2024, et en 2021, c'était 32%. Ah ouais. Donc en fait, les parents contrôlent moins. Je sais pas pourquoi. Ils savent pas comment l'utiliser. Alors ça veut dire qu'on a encore un peu de boulot alors. Mmh. Et allez, et dernière question pour la route. Quel est le pourcentage d'enfants de 7 à 10 ans qui utilisent déjà au moins un réseau social? 29%, 49% ou 63%? 63. C'est ça, c'est 63%. Et les parents, eux, l'estiment à 49%. Oui. Donc ça veut dire que les parents ne savent pas que Ouais. leurs enfants consomment Oh. les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, et ben on a fini avec ce petit quiz. Bien joué. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à voir un peu clair. Parce que moi j'adore les chiffres, je trouve que ça remet les idées au clair. Souvent, mais on le voit, il y a tellement un décalage entre ce qu'on pense et la réalité que parfois ça fait du bien d'avoir ces chiffres. Et donc, on a fini. C'est la fin du premier épisode de la saison 2 de Génération Parents. Un immense merci à mes invités du jour, Justine Atlan, Axel Dessein et Émilie Berthet. Aujourd'hui, on a parlé rentrée scolaire, santé mentale, usage du numérique et surtout comment, en tant que parent, on peut rester connecté à nos enfants, mais aussi à la réalité de leurs pratiques. Merci et on vous dit à très vite. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Génération Parents. Au revoir. Merci, bye bye. Beaucoup, Merci. au revoir. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.